Il est en campagne avec toi. Madame, monsieur, Guadeloupéenne, Guadeloupéen, amis de Facebook, amis du monde entier, nous voici de retour, comme dit quelqu'un, qui sera là bientôt avec son café chaud et pas de café tchololo. En attendant, nous assurons l'intérim, courageusement. Aujourd'hui, il sera question du récit. Récit guadeloupéen, récit subi, acteur, auteur, récité, récitant. Et pour le faire immodestement, nous avons 4 auteurs guadeloupéens présents dans le studio. Jean Seymour, bonjour. Bonjour à toi, Nico. Bonjour Ouais. aux téléspectateurs de Canal 10. Et bonjour à vous, chers amis du plateau. Raymond Ramaille, prêt? Bonjour Monsieur Nico, bonjour aux amis du plateau, bonjour à tous ceux qui nous regardent et une pensée à Monsieur Mandry. Parfait. Raphaël Spéronel, prêt, je suppose? Prêt. Bonjour tout le monde. Et les autres. Ah oui, très bien. Il doit y en avoir. Mais, Derrière la frontière, puisqu'on parle de récit, oui, derrière la frontière de tout le monde, il y a les autres. ah, quand même. Ben, je pense. Il paraît qu'ils sont nombreux. Ils sont et ils nous regardent. Et nous regardent très bien. Bonne nouvelle. Eh ben, Pour les bonjour prochains. à tous ceux qui nous regardent, bonjour à tous ceux qui sont sur le plateau aussi. Oui, d'accord. Et puis, bonjour à ceux qui sont pas là, il y a Mandré, il y a Collet. Oui, Oui. Ah oui, bon. d'accord. Un salut à tout le monde. Parfait. Et voilà. Bien. Chers amis, nous allons attaquer la question du récit à 3 niveaux. Au niveau personnel, peut-être un niveau plus régional et global. Et enfin, j'espère qu'on aura le temps de parler de cette question au niveau plus mondial. Donc, personnel, régional et global. D'accord? Et on va essayer d'illustrer notre pensée. Pour ne pas être dans l'abstraction systématique. Nous sommes trop forts en abstraction. Nous allons prouver que nous pouvons illustrer notre pensée. Oui. Alors, pour commencer cette affaire-là et camper le sujet, est-ce que vous connaissez Chabin, le maître du gros cas? Ça vous dit quelque chose, Chabin? Bien sûr, le maître Alors, du Lucas. Chabin raconte une histoire invraisemblable, comme les Guadeloupéens savent le faire. Il a dit, parti en bois, et on bitait réveil. Alors, quand il réveille, un peu de musique pendant 1 minute 30 pour démarrer après. Crier maman zombie la barre moi. Aïe, on matin, voyons boire, couper lion, couper lion, couper lion, couper lion, couper lion, couper loin. Quand fait dépatcher en cabouet zombie barre moi. En sentient mêlé, en dit pas moins prenons prière, en prenons si prière, en prend, je vous salue, Marie. De grâce, le Seigneur avec vous, êtes bénis, les femmes et Jésus, les filles, de vos entrailles est béni, malgré sa zombie par Ah, montez en long et bois, pour moi, voilà, voilà, pas voir ni quoi derrière, pas voir ni quoi devant, descendre et voilà, faites pas marcher en bois, enjoindre les épouvantes, marcher dans les roubantes. Dans les roubantes, on traverse les roubantes, rejoindre les marécages, marcher dans les marées, foncer dans les marées. C'est qui m'a mêlé, en disant qu'à bon deuxième prière, pour moi, ouais, chimère. En bon deuxième prière, en prend notre Père, les osseux, votre nom, sanctifié, votre Père, votre volonté, soit faite sur la terre, comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous qui nous sommes offensés. Élève-nous des épars. Si tombés à la tentation, Père Seigneur, délivrez-nous du mal. Ainsi soit-il, malgré sa zombie par humain. Adi maman zombie par humain. Yeah, maman zombie par humain. Et voilà l'histoire racontée par Chabin, comme les Guadeloupéens savent le faire. Des histoires invraisemblables. Chabin, moun pour lui, aille en bois, il compterait un zombie qui barrait. Tout ça, il fait. Il récitait « Je vous salue Marie ». Il récitait « Notre Père », zombie la barré quand même.
les Guadeloupéens sont forts dans le récit et dans l'imaginaire. Alors, la question, en illustrant ça, c'est de savoir comment faire pour que notre capacité de récitant nous serve. Parce que nous paraissons plus des gens dont on a récité l'histoire que des gens qui sont des auteurs ou de vrais acteurs de leur histoire. Alors, on va le faire modestement, nous aussi. On va commencer par nous raconter nos histoires, au plan personnel, et voir comment ça peut édifier les gens du studio et ceux qui nous écoutent, et peut-être le monde. Alors, actualité personnelle du récitant Jean Seymour. On va commencer par Jean. Alors Jean, quelle est ton actualité personnelle à nous réciter? Ah oui, actualité personnelle, c'est de la semaine, j'imagine. Hein. Oui, très bien. Actualité personnelle. Bon, j'ai eu une semaine très chargée sur le plan professionnel, n'est-ce pas? Donc forcément, cette actualité, elle est là, cette actualité. Elle est imprégnée dans le vécu de la semaine. Et donc, elle est professionnelle, quelque sorte. Et ça m'a fait rigoler. Je vais vous dire, il y a quelqu'un de Grande Terre qui m'appelle, quelqu'un qui est à la fois très diversifié dans ses activités. Il m'a dit que c'est bon, écoute, essaie de pas te prendre parce que j'ai un problème là, je n'arrive pas j'ai des problèmes avec le fisc, n'est-ce pas? Un client qui t'appelle. Un client, voilà. Il n'est pas encore client, mais enfin il m'appelle. Il a eu mon numéro, il m'appelle. Oui. J'ai des problèmes dans les papiers là, avec le fisc, et puis j'ai la sécu qui m'emmerde. Et puis voilà, je n'arrive pas. Quand j'y vais, je vois qu'il y a des vigiles qui me reçoivent, n'est-ce pas? C'est ce que j'appelle personnellement la vigilisation du service public. Maintenant, tout est vigilisé. Ce sont des vigiles qu'on voit. Et puis il me dit, bon, je téléphone, je n'arrive pas. Enfin, viens pour que tu puisses t'en occuper. Et puis je lui dis, bon, écoute, je passe le voir vendredi. Il me dit, non, pas vendredi quand même, et c'est pas jeudi. Alors je lui dis, je passe, je prends tous les éléments d'information, je dois recueillir un certain nombre de documents, chercher un certain nombre de documents pour lui. Comme vous savez, c'est la digitalisation, et puis comme les entreprises ont toujours des portes ouvertes auprès de ces administrations pour se procurer des documents, donc c'est pas tellement difficile pour celui qui opère dans ce domaine-là. Alors je prends les documents, paf, je vois. Et puis il me donne ça, et puis avant de partir, il me dit... je ne t'ai pas dit de venir vendredi, parce que vendredi, je suis mêlé. Il y a quelque chose qui m'emmerde là. C'est que nous avons fait identification, traçabilité à viande, et puis c'est peut-être qu'à occuper des bêtes en moi, et moi, on ne peut pas comprendre ça. Il me dit qu'il ne comprend rien dans ça, ça l'emmerde. Je lui dis, mais comment? Mais il y a la pub, mais il y a la chambre d'agriculture, il y a les deux qui s'en occupent. Mais moi, là, mais bon, mon paquet papier, 20 ans, non, moi, mais il ne va pas comprendre que j'ai rempli ça. Alors je lui dis, mais écoutez, mais pourquoi tu vois ça? Mais l'entreprise, on ne peut pas faire ça. Service accompagnement, identification pour venir, c'est mon. Je lui dis, alors j'avais l'agenda. Publicité. Alors j'avais l'agenda, je lui donne, mais voilà l'agenda. Et ça, depuis depuis 10 ans, non, ça, c'est la chambre. Il me dit, mais comment? Ce monde a dit dans la panne ça, alors. Mais on dit oui, il n'y a pas dit où, c'est bon, mais en publicité, il n'a pas attendu, on c'est beau. Il n'y a pas même cité pour. Il n'y a pas dit, voyez, technicien, mais on n'a pas besoin de technicien, on a besoin pour occuper d'habiter globalement. Alors, de là, je lui dis que vraiment, c'est ça la Guadeloupe. La Guadeloupe, vous savez, quand il y a des opérateurs qui sont sur le terrain, n'est-ce pas, ils sont véritablement, même si vous faites tout, mais ils sont oubliés quelque part. Ils sont véritablement cachés. Et lui, il appelle son épouse. Bernadette. Alors, viens voir ça, tu vois. Mais, en rien, monsieur, il occupe des papiers. Même si il occupe des petits à bœuf là. Alors, madame Blague a dit, oh, il est comme le copieur, tout en un. C'est-à-dire, il fait faire ça là, et qu'il fait, et puis, votre là, et qu'il fait alors vite génial, et puis je règle tous les problèmes pour lui, et puis voilà. Et puis, il y a autre chose, la question de ses aides à lui. Il m'a dit, oui, mais en réalité, depuis 2009, nous avons l'argent, là, on n'a pas touché l'argent là, ça. On dit, alors je regarde ce chef tel, je dis, mais on a une cigarette. Il a dit, oui. On dit, comment on fait pour pas toucher ça? On paie non paquet de l'argent parce qu'on a une quantité de kéronie là. Donc, nous allons occuper ça. Est-ce qu'on a un numéro de package? Le numéro de package, c'est un numéro spécial que le ministère vous donne par l'intermédiaire de la DAF, etc. Il a dit, mais non, pas ni ça. Mais il y a mon papier, moi rempli, il dit, moi rempli, il veut recommander. Recommander pour voyer à la DAF. Je dis qu'il a recommandé ça. Et il me dit le nom de la personne à qui il doit adresser ça. Je lui dis, non, mais il n'y a pas monsieur qui a occupé de ça. Mais pour qui me l'a fait ça là? En disant là, allez derrière, il dit, oui, ça. Il dit, mais non, il a trompé, c'est pas mon nasa qui a occupé de ça. Alors, en tout cas, venu à Kazao, j'avais comme la voiture était équipée avec l'ordinateur, et puis l'imprimante et tout, avec là, je capte, hop. J'enlève ces papiers à
la machine pour lui au cadastre, à l'urbanisme, tout. Je dis que bon, eh ben, on va balancer ça, on va télécharger tout ça, on va envoyer ça à Bayo, et qu'on recevoir numéro par Kajao dans 24-48 heures. Je dis, ah bon, c'est bon? Il est surpris. Et malheureusement, il lui manquait un document important. Il avait au niveau du relevé de propriété, du plan cadastral, le géomètre avait fait un partage, il y avait des parcelles des biens dans le document du géomètre, mais ce n'était pas encore enregistré au niveau du cadastre. Donc il fallait travailler sur la parcelle mère pour lui. C'est plus compliqué. Même quand on dit, mais c'est moi, je ne vais pas comprendre. On ne peut jamais bien faire ça. On ne peut pas rencontrer, on est perdu dans ça. En cas de yoga dit oui, mais il y a un technicien à Gaza, on peut pister là, il y a un technicien. Alors moi je lui dis, je ne vais pas comprendre. Nous avons une époque, là on va trouver des mots qui disent doctorat, il y a une difficulté pour sérieux. Ni master qui a conjugué au pluriel, on va dire quoi, vous voyez, technicien, mais on n'est pas au Moyen-Âge. N'est-ce pas? Alors, je lui dis ça. Et puis, finalement, quand on a dit, quelqu'un a dit, oh, c'est moi content. Bon, mon facture, comment facture après, mais on va partir à casa, on dit cochon. Bon, le gars m'a donné un petit cochon, j'en ai chez moi. Oui. Il dit, moi, c'est vous pour un petit cochon là, mettez un coffre là, on va habiter là, on va imprimer là. Et finalement, c'était attaché bien dans ce sac, je l'ai emmené et j'ai fait rigoler tellement chez moi. C'est ça l'anecdote pour vous dire. Et il y a autre chose aussi que. Oui, information riche quand même. Information riche qui m'a beaucoup marqué et je rigole depuis ça. Depuis cela. Alors, on va passer à Raymond. Raymond, alors, toi, tu ne gères ni les bêtes ni les cochons. Enfin, j'ai été élevé à la campagne, je suis toujours à la campagne, toujours avec les bêtes, les cochons, les chiens, les poules aussi. C'est pas nouveau pour moi, ce genre même s'il y a eu d'autres occupations entre-temps, où on peut penser que je n'ai pas connu ça. Mais en fait, je suis sorti de là. Alors, ton information personnelle. Alors, l'information personnelle... ton récit, voilà. Quand tu as parlé de Chabin, j'ai tout de suite pensé à un autre Chabin. Bien connu dans l'île voisine. Oui. Mais enfin, ça n'a rien à voir, apparemment. Oui. Et donc, cette chanson... C'est pas la même classe. Mais celui-là, celui dont tu parles, le Chabin de Martinique, zombie pas pareil, c'est... Non, c'est lui qui barre les zombies. C'est peut-être les Verts ou alors les zombies sont en train d'arriver. Ah d'accord, okay. Bon, alors, concernant... sur le plan personnel, ce qui m'est arrivé cette semaine, c'est un petit peu lié au climat social qu'on a connu en Guadeloupe cette semaine. Donc j'avais rendez-vous à Bastel, je suis parti depuis 5h du matin, parce que j'avais rendez-vous à 5h, à 7h30. Et puis sur le chemin du retour, paf, je me trouve coincé, sans savoir pourquoi. En voiture, tu es en voiture? Je suis en voiture. Et ta voiture s'arrête, il n'y a plus de circulation. Oui. Je sors de Bastel, je rentre sur Pointe-à-Pitre. Je suis à la hauteur de l'allée du Manoir, mais sur la nouvelle route. La nouvelle route, oui. 2 fois 2 voies bloquées. Et je constate que dans l'autre sens, ça ne roule pas non plus, c'est bloqué, c'est vide. Waouh, mauvais signe. Et puis un moment après, défilé de gendarmerie, des pimpons qui passent sur la voie à sens unique de l'autre côté, sur la voie faufilée entre les voitures. Là, il y a un souci sérieux. Et, toujours pas d'information, bien entendu. Et puis, je me suis dit, il doit y avoir un blocage. J'ai tout de suite pensé au rond-point de la Cassavrie. Et puis, ça a duré grosso modo 2h30, 3h, un certain temps, naturellement. Sans information, bloquée. Tu es dans la voiture, tu ne sais pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe. Et quand je vois que sur l'autre voie, c'est bloqué aussi. Puis il n'y a pas de circulation. Il n'y a pas de circulation. Donc ça veut dire que c'est bloqué de l'autre côté. D'accord. Et on a essayé de chercher un petit peu. On s'est rendu compte, on a su que c'était le blocage dû aux manifestations pour ceux qui manifestent contre les problèmes dans les communes, dans les collectivités. Alors, c'est les salariés ou les grévistes, je ne sais pas si ce sont des salariés, mais enfin, il y avait des grévistes, il y avait des gens qui ont en lien avec les problèmes des communes. Des problèmes des communes. Oui. Mais ce qui m'a interpellé dans cette affaire-là, c'est ce fonctionnement sur le plan local qui m'interpelle toujours à chaque fois. On n'a pas d'informations de ce qui se passe. Les radios, effectivement, n'ont pas relayé en temps réel. Ce n'était pas aux des fois non plus. Hein, il était quoi 10h, 9h, 10h, 11h. Donc,
Et puis, c'est le fait de n'avoir pas d'informations. Et puis, j'ai vu des ambulances qui essaient de se faufiler. J'ai vu même quelqu'un, j'ai supposé que c'était un infirmier, Oui. à pied, est parti à pied, a laissé la voiture, et qui va passer à ma hauteur. Je dis, mais je ne sais pas où est-ce qu'il va, mais enfin, il est parti à pied. Et c'est cet aspect de blocage que j'ai toujours pas compris. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai à voir de cette affaire-là? C'est ça, c'est toujours la même question. Qu'est-ce que j'ai à voir? Qu'est-ce que les Guadeloupéens, de manière générale, ont à voir de cette affaire? Il y a des responsables qui peuvent débloquer. Je ne parle pas lorsqu'on bloque. Je ne parle même pas d'économie, mais je parle de les ambulances, ceux qui vont prendre peut-être l'avion, ceux qui vont en dialyse, mais ça me pose un problème. Ceux qui vont mener leurs enfants peut-être chez la nourrice pour pouvoir aller travailler. Donc le nombre de contraintes créées aux Guadeloupéens qui n'ont rien à voir dans ce genre de conflit. En tout cas, ce n'est pas eux qui allaient régler ce genre de problème. Ça m'a toujours interpellé. Et ensuite, ça s'est débloqué je sais pas, aux 11h30. Je passe, je vois plus personne. Il n'y a que des flics. Que des policiers. Rien. Ouais. Enfin, plusieurs dizaines de forces de l'ordre présents. Et j'ai vu quelques personnes le long de la route, mais il n'y avait plus personne. Avec parfois ce qui m'a fait reconnaître ces gens-là, c'est le t-shirt un petit peu particulier, avec le drapeau particulier, Et je me suis dit, mais... Alors, si j'ai un conseil à donner, Oui. je ne sais pas, je ne vois pas l'aboutissement, en tout cas de cette formule-là, de la manière de... cette manière de faire. Je ne vois pas un conseil. Alors, le conseil, c'est Oui. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens plus efficaces sans gêner le pays et faire perdre les Guadeloupéens perdre leur temps pour pouvoir régler les conflits? D'une part. D'autre part, est-ce que vraiment il y a une perspective de solution et sans avoir l'adhésion de la population? Est-ce que ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau? Et dernière chose, moi, je dis, on aurait pu mettre à profit toute cette puissance, toute cette énergie perdue, par exemple, à nos agriculteurs pour aller leur donner un coup de main. Et qui pourraient peut-être certainement être plus utiles et retourner avec parfois leur marché gratuitement réalisé et en même temps avoir eu l'impression qu'on a été utile. Et je m'arrête là. Très bien. Les gens, je te provoque, mais Raymond, mais Nimoun a dit on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Oui, mais je suis tout à fait d'accord. Je ne suis pas contre les omelettes. Les omelettes, j'aime bien. Il faut casser des œufs, certes, mais on ne peut pas casser des œufs inutilement non plus. Oui. Il faut savoir casser utilement les œufs. Comme que certains disent aussi, il ne suffit pas de casser des œufs pour faire des omelettes, c'est ça? En quelque sorte. Ok. Activité professionnelle, récit personnel. Mais là, je crois que pour Raymond, le problème est antérieur. Il ne s'agit pas de casser des œufs. Il s'agit de savoir où est la poule. Est-ce qu'elle va continuer à pondre? Alors, l'interrogation sur le récit, pour un psychologue, c'est fabuleux. Ouais, c'est fabuleux parce que le récit, alors là, je reste au strict. Je vais garder vos trois plans, personnel, local et global, parce que c'est vraiment des niveaux de récits différents. Dans le niveau personnel, pour nous, le récit, j'ai dit nous psycho, c'est ce qu'on appelle le roman familial. Ça veut dire comment, après coup, et dans le temps, dans la durée, une famille va reprendre son histoire, son passé collectif, individuel et tout, et va le reformuler dans un discours, donc un récit, qui va probablement édulcorer un peu les choses, mais en tout cas, reprendre les faits, reprendre les événements, reprendre les émotions, et le mettre dans une légende familiale. Et c'est extraordinaire, parce que comme ça, on reformate des fois l'existant, ce que la vie a été, mais c'est pas grave l'existant. Ce qui est important, c'est la mémoire que vous en gardez par la suite, et comment cette mémoire que vous avez gardée par la suite va féconder le présent et va aussi inaugurer sur l'avenir. Donc moi, mon récit familial, il est extraordinaire. Il tourne autour de trois mots, et personnel. Je peux pas distinguer mon récit personnel de mon récit familial. Et ce que je suis aujourd'hui, c'est à l'évidence quelque chose qui a été porté par ça. Trois mots. Premier mot, voyage.
J'ai beaucoup voyagé, beaucoup déménagé, à des moments clés. C'est-à-dire qu'à des moments où on avait des amitiés, on avait créé un petit équilibre dans le voisinage, boum, rupture, on part ailleurs. Et donc, des amis partout. Et qui sont restés, de vrais amis, mais en même temps, une certaine fragilité, parce que des amis sincères, des amis d'enfance, des amis machin. En Guadeloupe, on va jouer au football avec Pomoun, on va chercher manger cochon avec Pomoun. Bon. Donc, on me l'a reproché. Oui. Quand je suis arrivé en Guadeloupe, on m'a demandé d'où je viens. Bon, en plus, avec mon français académique, extraterrestre et tout. Donc, un problème d'ancrage. Alors, d'ancrage dans le territoire local. Mais je suis complètement ancré dans un territoire global, on pourrait dire. La première chose, c'était le voyage. La deuxième chose, c'est les rires. J'ai l'impression que toute ma famille, toute ma vie, j'ai toujours ri des choses. Alors, ri de moi, et rire et de l'humour. Ri des situations, dans une famille nombreuse, très clanique, parce que on était toujours à l'étranger, et donc le rire a été un ferment au niveau de la socialité, au niveau du rapport à la vie, du rapport aux choses, et peut-être un mécanisme de défense, de recul probablement, mais certainement quelque chose qui a renforcé au maximum une certaine vision optimiste du monde et réaliste du monde. Et puis la troisième chose, bien sûr, vous l'avez compris, c'est le débat. À la maison, ça discute tout le temps. Et c'est pour ça qu'on a toujours habité à la campagne, entre autres, parce que c'est le seul lieu où le débat est possible dans la maison. Parce que le débat est tellement fort. C'est pas comme ici. Hein. Ici, on est civilisé, chacun attend son tour, il y a un maître de séance, il y a tout ce que... À la maison, c'est pas ça. C'est le plus fort qui parle, et celui qui ne trouve pas un trou pour faire rentrer sa parole, il prie. mais tout ça, donc tout ça a fait un espèce de ciment, a fécondé quelque chose, qui est ce que je suis aujourd'hui, ce que sont mes frères et mes sœurs. Et donc, au niveau personnel, un certain toupet, une certaine impertinence par rapport au fait, une manière de voir, de dire ou d'identifier les choses qui me fait être un peu original, parce que je vois jamais cela, je vois jamais la même chose que les autres, dans le même angle. Et donc, mais c'est très dans la modernité, c'est très dans le truc, et donc un passé que je chéris, bien sûr, un présent que j'adore, et un futur qui ne me fait pas peur du tout, parce que je crois que plus que être situé dans l'espace, je suis situé dans le temps. Parfait. Merci Raphaël. On nous propose un voyage aller-retour avant de passer la parole à René Beauchamp. Publicité, comme ils disent. Ah non, il y a des trucs... Et nous voici revenus dans la poursuite des légendes personnelles de chacun. Nous avons passé en revue nos 3 premiers conteurs et nous allons maintenant écouter le 4e dans son récit, sa légende personnelle peut-être. Alors, René. Enfin, c'est plutôt un récit, puisque moi, on a une préoccupation depuis, qui est à la fois liée à, si vous voulez, combat-là quand même pour pays à moins, qui sont combats à Guadeloupe d'abord, penser oser agir en Guadeloupe, et notamment dans le domaine à l'école, là, toujours travaille professionnellement et en préoccupation, puisque vous savez que nous avons un groupe qui met en place une association Tifilao et qui met en place aussi un jardin d'enfants qui a accueilli Timon de 3 ans à 6 ans et qui obligatoirement a un projet pédagogique qu'il va mettre aussi en place, puisque ce Timon-là, ça après, il va entrer au CP. Et c'est lié à tout le combat que nous menons. Et justement, préoccupation moins permanente, c'est jardin d'enfants là, ça, d'avoir un combat sur le plan pédagogique et un combat avec conception même à l'école et qui a parti d'une réalité, c'est nécessité à mener un combat sérieux contre l'illettrisme et contre l'échec scolaire qui a commencé depuis l'école maternelle. Et ça, c'est combat en moins et préoccupation en moins, tout simplement avec d'autres camarades, les camarades et tout ça. Et en niveau structure là, pour qui d'avoir conception là qu'on nous va mettre en place et qui est liée à tous les travaux d'études qu'Alain de Roville a fait et à conception là qui mettent des prises en charge à Timon à niveau maternel pour respecter déjà la vécu à et faire en sorte que les préacquis que yo apprend à classe d'âge là ça permettent de rentrer dans la lecture, le compter, l'écriture sans aboutir à l'échec qu'on nous a vu, qu'on boit petit monde qui a abouti à l'échec et ça quel que soit le milieu social là. Et combat là, ça, c'est un combat que nous avons mené là. Et préoccupation là, toujours liée à ça, à ces petits monde là, tout simplement parce que nous avons le questionnement qu'a posé
à partir de ça, nous avons fait sur le plan pédagogique, amélioration et tout ça. Mais dans le fonctionnement là même, parce que faut les gens qui ont fait fonctionner, ils ont l'état d'esprit qui correspond à ça. Or, ces gens-là, ça n'a pas nécessairement une équipe militante, c'est des salariés, des gens, mais qui doivent être formés à la même conception-là. Ça. Donc, nos préoccupations permanentes, nos préoccupations financières, parce qu'on est 7 salariés, on est 6 salariés, oui. Et c'est une préoccupation, parce qu'il faut vivre à l'association-là et tout ça. Et puis, on a d'autres types de préoccupations, puisqu'il y a la CAF, etc., etc. Donc, il faut investir à niveau là, ça, sur le plan pédagogique, etc. Et bien les autres, et de manière bénévole, puisque c'est une action militante. Et aux actions militantes comme ça, qui sont des actions de création, nous avons un souci fort en tête de nous, c'est qu'il ne faut pas y jamais échouer. Sinon, ça veut dire que nous sommes incapables, alors que nous avons dit que nous, Guadeloupéens, nous sommes capables de. Donc, c'est un combat permanent. Et puis, le deuxième aspect là, qui c'est aspect à la vie même en Guadeloupe, les problèmes sociaux qui a posé de plus en plus de problèmes à faire Guadeloupe ensemble, unité en nous, alentour un véritable projet guadeloupéen pour permettre de surmonter toutes ces difficultés-là, ça, et sortir d'un état de dépendance pour nous venir dans un état de responsabilité et d'émancipation. Bon. Et à de ça, ni effectivement, certainement peut-être nous partager, je dis aux manifestations pour que yo prend véritablement en compte justice vis-à-vis de ça qui arrive Claude Jean-Pierre et qu'il y a un éclaircissement qui fait de manière claire et nette, d'autant plus que ça qui arrive Claude Jean-Pierre arrivait d'autres Guadeloupéens avant et de manière plus générale et qui a posé un véritable problème quant à qui rôle à les forces qui a représenté l'ordre colonial au pays en nous et qui rôle à la justice dans ça, d'avoir, nous rendons compte de plus en plus, qu'il y a une inégalité de traitement dès lors que, ou en Guadeloupe, et que ça a touché les forces de l'ordre. À cause d'une inégalité de traitement, parce qu'en tête au moins, toujours un exemple là, quand on est là, si blanc là, si français là, qui était incident, qui était en délinquant, mais que c'est pour la tué de 7 balles dans un barrage, eh bien, très rapidement après, le commandant là, il a fait sortir de l'embouteillage, il a mis en inculpation, et pour ces fêtes de 3 ans, et là, qui pour Charles-Henri Salin, qui pour les autres, ou pas avoir, qui pour Assor, ou pas avoir rien qu'à fait. Comme si, dès lors qu'il s'agit d'un Guadeloupéen, face à ces forces-là, ça, il faut tout faire l'affaire, il faut tuer ça, il ne faut pas parler de ça. Et tout ça, ça a imprégné mon lot, d'autant plus que ça est important que nous fassions comprendre que, attention, nous ne pouvons pas accepter ça et nous ne pouvons jamais accepter ça. Donc, si vous voulez, c'est ces préoccupations-là, ça, qu'il y a des préoccupations qui certainement très guadeloupéennes, mais ça n'a pas qu'à empêcher qu'il y ait aussi des préoccupations qui liées à la situation mondiale, à la situation régionale. Hein. Par exemple, quel type de solidarité nous peut porter Bas-Saint-Vincent dans une situation grave là, parce que c'est quand même frère de la Caraïbe, nous, même si ils ont essayé d'éloigner nous de la Caraïbe, mais quand même, nous sommes dans la même région là, caribéenne, et nous, qu'à partager, ils vont souffrir aussi. Donc, demain matin, ça peut être l'un à l'autre, et si nous ne comptons pas de garder et de ne pas dire rien, ça veut dire que nous ne sommes pas dans l'un à l'autre. C'est pour ça qu'on est intéressé par ça, qu'on a proposé de faire. Ça que d'autres organismes peuvent. Mais il faut que les institutionnels en Guadeloupe aussi ouvrent bouche à eux, disons un certain nombre d'habitants. Et la situation mondiale, parce que la situation mondiale n'est pas très claire à l'heure actuelle. Ça fait à la Covid là, et en particulier, avec le fait que ni des contradictions très scientifiques et tout ça, et derrière à ça, ni des intérêts d'argent qui, même en les malais à moun, a essayé de faire le maximum de l'argent avec des intérêts d'État, etc. Et ça, c'est particulièrement grave parce que c'est les États qui sont les plus faibles, d'ailleurs, c'est à partir des États anciennement colonisés, qui a essayé de sortir et trouver un chemin pour le développement, c'est eux qui ont pu se faire de ça, puisque c'est eux qui ont les moins moyens à donc ça l'argent là. Ça. On est en cas pas les bords 2 minutes là quand même. L'un bout qu'on vous qui engagé, bon, pas pour flatter, mais nous connaissons-vous, passer vie engager toute vie, tout ça qui a été seulement devant à une cause d'émancipation du pays, et que par exemple, il y a vu que jeudi à la manifestation là, autant les gens qui étaient là, des gens déterminés, l'ambiance au sens profond du terme, face à la cause, est toujours exceptionnelle, des militants de grande qualité en Guadeloupe, que ça nous a créé peuple là,
peuple guadeloupéen, le reste du monde, pas assez présent là, qui j'en vous qui vivent des grands moments de mobilisation du peuple guadeloupéen, qui j'en vous qui a interprété ça, et est-ce que ou quoi n'y a à faire quoi pour la pertinence de la contestation en Guadeloupe. C'est ça qui intéresse moi dans vous vécu et ça vous peut dire nous ça. Si vous voulez, situation là que nous vivons actuellement dans le pays là, qui fait que ni des problèmes, c'est de tous côtés. Ni préoccupation à l'eau, ni préoccupation à la santé, si vous voulez, ni problème à chlordécone, etc. Et moun sollicité, aller en l'eau problème à la fois. Et très souvent, les moun, des moun quand tu retrouves en chlordécone, n'a pas nécessairement moun, sauf les militants, on peut retrouver pas là, donc on peut retrouver dans d'autres. Et en même temps, en disant dans la société en nous, il y a tout un certain nombre de contradictions et de désespérances qui a fait que moun ka goumé en les bité qui immédiat qui peut intéresser et il n'y a pas nécessairement qu'à lier toutes les questions. Mais c'est rôle en nous, moi j'ai toujours dit de toute façon, si vous voulez on train avancer, après vers les wagons qu'on peut faire avancer, c'est bien voir locomotive du vent, c'est-à-dire t'as là qui a impulsé le mouvement là et tout ça. Donc en panique en pas étonné, tout simplement parce qu'on a pensé qu'il y a une multitude de problèmes sans compter que des problèmes par rapport à les grèves qui a fait, etc., en commune, qui a quand même impacté, etc. Moi, ne serait-ce que pour venir à problème à ces petits-là, le fait qu'il n'y a pas de cantine, ça a impacté obligatoirement. Mais nous, par exemple, à Tifilao, c'est la commune de Trois-Rivières, nous en convention, ben nous obligés à agir sur le territoire. Ce n'est pas les mêmes tarifs, depuis comme ça. Mais il faut faire face à un certain nombre de situations. Et en particulier, nous avons d'autres préoccupations qui sont moins fondamentales. C'est que très souvent, nous avons dit que le système scolaire là, si nous avons au centre du système scolaire là, et on a l'impression que depuis quelques temps, presque tout le monde oublie ça. Et que si nous là, c'est roi il y a un système scolaire là. Okay. Et ça a inquiété moi. Merci beaucoup, parce que le lien est fait. L'autre étage, l'étage régional, local, plus global, enfin plus local. À ce niveau-là, je vais citer une chose que j'ai entendue. J'ai entendu un journaliste de Guadeloupe Première. Moi, j'ai malheureusement l'audace de donner les choses par leur nom, qui disait que lui, il n'est pas journaliste, il est un conteur. Il est un conteur. Et si ça rencontre la vérité, tant mieux. Et ce type-là, commentait et commente encore des faits de société, des analyses politiques. Il fait de l'investigation, il fait de la dénonciation. Et il se définit comme un conteur qui peut, accessoirement, semble-t-il, rentrer la vérité. Voilà une vision du récit qui est bien particulière. Moi, je voulais dire ça, moi, comme ce que j'ai rencontré cette semaine. Alors, Jean, deuxième niveau. Local. Ouais, voilà. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Alors, sur le local. Tu nous édifier. En fait, sur le local, moi j'ai été très attentif à la situation du mouvement en Guadeloupe, particulièrement marqué par cette grève, disons-le, cette grève dans la fonction publique territoriale notamment. Grève dans laquelle Raymond a été pris en otage pendant 2-3 heures. C'est même dans ça. Il a été pris en blocage. Blocage. Mais en fait, si on parle de blocage, c'est un peu les familles, la Guadeloupe. Oui. Bon, c'est sûr qu'il y a là, maintenant, je crois qu'il y a, si c'est le cas de le dire, cette grève mobilise des attentions. Ça, c'est clair, parce que... on est bloqué, les mairies sont bloquées. Encore, je vous disais qu'il y avait quelqu'un qui avait besoin de documents. Le bonhomme n'arrive pas, la mairie est fermée, il me dit. On est obligé de passer par les services des impôts pour avoir ce document-là. Alors, voilà quelque chose de très désagréable. Également, les mères, les familles qui sont obligées de gérer leurs enfants dans les interclasses. Il y a un réel problème à ce niveau-là. La limite, comment sont les limites entre la liberté de grève? On peut droit faire la grève, c'est discutable. C'est à respecter. Mais quand même, il y a cette notion de liberté. Je pense très sincèrement que les syndicats, ils ont leur vision, mais ils auraient, d'une certaine manière, avoir, je dirais, story attentif pour la famille, pour les enfants. Moi, je crois qu'on a envie de tout foutre en l'air. Tout foutre en l'air. C'est le sentiment que j'ai. Voyez-vous, c'est cela. Je comprends, on peut partager, on peut comprendre leurs préoccupations. Il y a des personnes qui vont à la retraite, qui partent à la retraite sans revenu donné, mais il y a devant ça toujours la Guadeloupe de demain.
la Guadeloupe de demain. Là, nous sommes en train de nourrir quelque chose qui, à mon sens, qui sera indiscutablement fatal. Nous, c'est la culture de la grève. Ça. Il faut en mettre terme. Il faut que chacun puisse s'inscrire dans ses obligations, dans ses responsabilités, que ce soit du côté des élus et aussi du côté des syndicats, sur cette question-là. Et puis, je voudrais surtout insister sur une émission animée sur une chaîne par un Guadeloupéen, qui est un politologue, je pense que vous voyez souvent, qui est Georges Calix. Oui. Et il a, sur cette question de la grève, il a bien expliqué, il explique très bien pourquoi le préfet n'a pas à s'initier dans ce conflit-là, parce qu'il a ses domaines de compétence, les élus sont les élus, n'est-ce pas? Mais il explique ça, à moins qu'il y ait mise en danger de la mission même de service public. À ce moment-là, mais voilà donc une initiative, je crois qu'il faut saluer, à travers la présence même de cette émission, qui montre que chez nous, nous avons du potentiel, nous avons de l'énergie pour pouvoir régler nos problèmes entre nous. Il suffit que nous sachions très bien comment fonctionnent les choses, ça je l'ai entendu dire quand même à la télé, que nous puissions aussi nous maintenir chacun dans notre domaine d'action, et ne pas générer une cacophonie comme ça au niveau de la Guadeloupe. Alors, c'est ce qui a marqué mon attention. Vraiment, c'est ça, j'ai retenu. J'ai vu que c'est quelque chose qui s'éternise, cette grève, et il faut qu'on arrive en même temps. On ne peut pas demander aux maires de coucher, de se mettre à plat ventre, quand même. Jean, je vais t'interrompre. Oui, à mon sens, c'est ça, oui. Je t'interpelle sur une chose. Ça, c'est oui, c'est Nico, ça, c'est Nico. Mon vécu, c'est lorsque... alors, je ne vais pas trahir les secrets de famille, mais lorsque Harry Durimel, oui, qui est maire de Pointe-à-Pitre, avec qui je deviens privilégié, demande au Pointois, oui, demain matin à 7h, de se lever et ils caillent ensemble ouvrir Méril. Hein? Ça, c'est un engagement fort. Alors, justement, voici une question qui m'interpelle beaucoup. Oui, ça, c'est un engagement fort. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ça, c'est un engagement très fort, et je pense que ce devrait être une action... On n'a pas besoin de gérer de confrontation entre les Guadeloupéens. D'accord. Mais quelque part, il faut que tous les maires puissent, à mon sens, agir de la même manière. Ah oui, je le dis sincèrement de manière responsable. Okay, très bien. Parce que les maires ont été élus. Il est hors de question de ne pas être attentif et de ne pas régler les problèmes qui se posent dans la fonction publique territoriale. Il faut les régler. Mais quand même, je pense qu'il y a des limites. On ne peut pas appeler un préfet pour envoyer la force de l'ordre. Par exemple, dans la fonction publique territoriale, notamment, on est payé, c'est le service fait qui est payé. On est d'accord là-dessus. Si on ne travaille, on ne peut pas toucher. Et je voyais, il y a quelqu'un qui était élu président de la collectivité régionale, qui est de la région, qui était l'UL, l'UL a mis de l'ordre. Parce que je crois savoir, c'est l'UL qui, à un moment donné, il y a quelques années, a bien dit, vous n'avez pas travaillé, vous ne serez pas payé. Et on a vu qu'au niveau de la région, de moins en moins, les syndicats étaient debout. Oui, mais est-ce que Durimel ne prend pas un risque en allant seul? On peut penser, en allant solo, oui. Je crois qu'il faut qu'il y ait action seul. Mais il faut que ce soit les autres maires qui embrassent le pas, qui aillent, qui vraiment demandent à la population d'agir en ce sens, et que de l'autre côté, qu'il y ait les syndicats qui comprennent quand même qu'on ne peut pas continuer comme cela. On ne peut pas. Les maires il faut régulariser la situation qui prédomine en ce moment-là. Elle est inacceptable. Il faut voir ce qui est possible de faire, mais il ne faudrait pas avancer comme ça de manière aveugle. Donc Louis Durimel, il a été élu. C'est courageux de sa part. Ça, c'est très bien de le dire. Les Pointois doivent entendre leur maire. La ville, c'est la ville des Pointois. Et on ne peut pas, à mon sens, rester les yeux fermés comme ça et dire par l'opération du Saint-Esprit, les choses vont entreront dans l'autre. Il faut qu'il y ait l'engagement. Bien, c'est entendu. C'est entendu. C'est un point de vue. Ici, on sait la liberté du point de vue, dès que il est construit. Alors, Raymond, au niveau plus région Guadeloupe, quel serait ton récit? Qu'est-ce qui t'interpelle? Qu'est-ce qui t'a interpellé cette semaine? Alors, je suis quand même marqué par cette grève. Ça me marque. Cette grève aussi, oui. Oui, mais j'ai trois sujets. Ah, très bien. Je vais continuer sur ce sujet-là. Oui. Et devant cette situation qui dure, je ne sais pas jusqu'à quand, et quand cette grève a été lancée, dans mon entourage immédiat, la manière dont ça a été lancé, il dit ça, on sera dans une
excusez-moi l'expression, dans une merde. Et ça n'a pas loupé. J'ai senti venir la chose. Et dans cette situation, je dis que tout de suite, et d'emblée, je suis solidaire des maires de Guadeloupe. L'élu doit rester quand même s'il y avait envers et en dépit de toutes les critiques qu'on peut adresser aux élus, mais il n'y a pas de démocratie sans élus. Et on ne peut pas, la démocratie ne peut pas s'agenouiller devant un dictat. On ne peut pas s'agenouiller devant un dictat de ceux qui revendiquent un certain nombre de choses. Je ne suis pas contre la grève. J'ai toujours été syndiqué de ma vie. Pendant toute ma carrière professionnelle, je n'ai jamais loupé une année de cotisation. J'ai toujours payé ma cotisation. C'est dire comment je suis attaché au droit de grève. Maintenant, j'ai toujours dit à mon syndicat de l'éducation nationale, je ne supporterai pas n'importe quoi. Et ne me demandez pas de faire grève pour payer les jours de grève. Ça, c'est la loi. Je ne ferai pas grève pour demander à payer les jours de grève. Je me suis sacrifié pour une cause que je pense juste, comme une expression à la mode, quoi qu'il en coûte. C'est bien dit. Quoi qu'il en coûte, je me sacrifie pour la cause. Je n'ai pas besoin d'être payé parce que je sais que c'est la loi. Les jours de grève ne sont pas payés. Et lorsqu'on fait grève pour payer les jours de grève, moi, j'estime qu'à ce moment-là, on sent que ce sont des gens qui combattent le plus souvent ceux qui ont quelques moyens pour vivre, qui jalousent d'une certaine manière ceux qui ont un certain moyen de vivre et qui, en même temps, s'ils font ce qu'ils font aujourd'hui, c'est précisément pour avoir de l'argent. Et c'est ça, cette contradiction-là, je n'arrive pas à l'expliquer. Mais il y a quand même de vrais problèmes. Il y a quand même un vrai problème. Mais dans le problème aujourd'hui de ce qui se passe dans les communes, c'est vrai que c'est une situation qui ne date pas d'aujourd'hui. Les maires d'aujourd'hui ont trouvé cette situation, qui ont embauché, enfin, on en a déjà discuté, c'était, comment on appelle ça, il fallait embaucher pour assurer le clientélisme, et qui aujourd'hui, nous sommes devant une situation, et de par la loi française, que certains de ces mêmes personnes combattent. Et c'est ça, cette contradiction dans le pays, et on voit bien que ça ne prend pas de la population. On voit bien que le peuple ne suit pas, parce qu'il y a des contradictions envers ceux-là même qui combattent de côté la France et qui en même temps demandent l'application de des lois françaises. Et c'est vrai, nous sommes en France, et moi je ne suis pas ça ne me pose aucun problème de dire que je suis français. Et c'est lorsqu'on est à l'étranger, on voit, à part de un grand ensemble, c'est quand même, il y a beaucoup plus d'atouts que d'inconvénients. Tout à l'heure, je vais parler de Saint-Vincent, il y a quelque chose à dire. Et donc, j'estime qu'il faut savoir, lorsqu'on lance une grève, et c'est pas M. Bouchon qui va me démentir, il faut déjà chercher à savoir comment on va sortir. Ah oui, donc non, voilà, donc ça c'est important. Comment on va sortir Maurice Torres qui dit, il faut savoir arrêter une grève. Il faut savoir déclencher une grève, mais avant de déclencher, le spécialiste qui dit, il faut savoir arrêter. Il faut savoir arrêter, et déjà sans être contre la grève. Oui, voilà. Sans être contre la grève. Parce qu'on ne peut pas que la Guadeloupe, comme ça tous les jours. C'est quand même les Guadeloupéens qui payent la facture, ceux qui ne peuvent pas aller travailler, ceux qui doivent rester avec les enfants, la cantine qui n'est pas assurée. Mais ils sont où ces Guadeloupéens? Tu me parles des Guadeloupéens qui sont contre la grève, mais ils sont au laïoyer. Alors, parce que entre nous, les mairies sont bloquées, hein, tout est verrouillé, et tu dis que la majorité des Guadeloupéens sont contre la situation. Ils sont où ces Guadeloupéens qui sont contre la situation? Je serais un petit peu, un petit peu catégorique. Oui. Mais ils sont où? Mais il n'y a papa derrière qui va payer. Mais en Haïti, il n'y a pas papa derrière pour payer. À Dominique, à Saint-Vincent aujourd'hui, il n'y a pas papa derrière pour payer. Mais ici, il y a papa qui va prendre le relais. Et tous ces gens-là qui sont en grève, et puis ça, il faut le dire aussi, tous ces gens, des fois les meneurs de grève, il faut le dire aussi que les gens sachent. Les meneurs sont payés, mais les autres ne sont pas payés. Et c'est la loi française encore qui s'applique. Les leaders syndicaux sont payés leur journée, ils n'ont pas perdu leur journée de travail. Mais tous ceux qui suivent, pour la plupart, ils ont perdu leur journée. Est-ce que cet argument suffit pour débloquer la situation? Il faut que ce soit transparent, beaucoup plus transparent aujourd'hui que ce qu'on assiste. Alors pourquoi il y a eu cet effet de... J'ai l'impression qu'on s'est trouvé dans un bourbier. Il y a eu les élections professionnelles, les élections
Et puis, tout le monde pensait qu'à l'approche des élections, bon, les choses vont se calmer, mais les maires ont dû tenir ce que je ne veux pas dire, et la situation s'empire. Et maintenant, il y en a qui se trouvent dos au mur. Et c'est là que je dis qu'ils n'ont pas bien négocié pour savoir comment sortir de là. Des fois, il faut savoir arrêter et dire on va reprendre plus tard. S'il faut être vraiment acculé à ne pas savoir arrêter, et puis d'aller au clash, c'est ce qu'on appelle aller au clash, et puis les mairies sont fermées, les administrations d'une manière générale sont fermées, mais pour la plupart, les gens touchent leur argent, hein, voilà pourquoi, peut-être qu'on n'entend pas les autres, mais les gens perçoivent leur argent. Pour la plupart, les grévistes, il y en a quelques grévistes qui vont perdre leur journée, mais les leaders syndicaux perçoivent leur argent. Voilà peut-être pourquoi il y a ce silence de la masse. Et puis la population peut-être ne se reconnaît pas non plus, parce que sinon on a déjà eu un mouvement de foule. Je voulais dire deux mots sur... on a parlé à un certain moment, je suis un petit peu bavard aujourd'hui. Non, tu es le bienvenu, c'est le récit qui veut ça. On parle d'autosuffisance alimentaire. On a bien vu ces derniers temps comme on a jeté de la marchandise, de la nourriture. Donc peut-être dans certains domaines, il y a d'autres domaines qu'il faut développer, mais je pense qu'à l'autosuffisance alimentaire, nous sommes capables de nourrir la population. Maintenant, on ne va pas manger que des tomates guadeloupéennes, que des carottes guadeloupéennes. Il faut aussi alimenter et prendre aussi un peu de ce qui vient de l'extérieur. Mais aussi, ce qu'on n'a pas. Donc, cette production locale, de la capacité de nos pêcheurs d'aller chercher du poisson, de nos agriculteurs de produire, je pense qu'on a cette capacité. Maintenant, il y a un problème d'écoulement de marchandises. Et là, je vais étendre un petit peu, mais je vais m'arrêter là. Et je vais dire deux mots sur l'île de Saint-Vincent. Nous sommes dans la région Caraïbe, c'est toujours la région, mais peut-être la plus grande région. C'est vrai qu'ils sont en difficulté aujourd'hui, et nous sommes tenus, tous les gens de bon sens, à avoir une certaine solidarité, à manifester avec les gens de la Caraïbe. Et c'est vrai aussi, c'est le CARICOM qui a dû prendre un certain nombre d'initiatives que je trouve tout à fait normal et raisonnable de prendre. Mais je dirais aussi, on a connu aussi, dans le même temps, il y a eu un leader syndical, peut-être un président d'un département de région, peut-être département, il me semble, si mes souvenirs sont bons, c'était la Rifle à l'époque, qui avait pris un certain nombre d'initiatives pour aider, je ne me rappelle plus quelle île de la Caraïbe, et puis les locaux se sont manifestés à dire que c'est vrai, il faut aider, mais il ne faut pas nous oublier non plus. D'accord. Il ne faut pas nous oublier. Okay. C'est vrai aussi que la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la Guyane, qui est un petit peu plus le continent américain, mais nous sommes considérés aux yeux de la Caraïbe, pour la plus grande partie de la Caraïbe, comme étant des gens ayant la capacité de subvenir à notre besoin. Donc, ils voient plus le sens que nous aidons, c'est le reste de la Caraïbe, mais je vois mal Saint-Vincent venir nous porter aide si on a vraiment besoin d'aide chez nous en Guadeloupe ou en tout cas dans la zone Caraïbe française. Donc on nous considère comme des gens de pouvoir d'achat plus important que leur pouvoir d'achat, donc nous sommes plus logique de nous apporter de l'aide pour eux que eux de nous apporter de l'aide. Donc mais seulement il faut toujours avoir cette solidarité envers les autres. Bien. Et bien doser. Il ne suffit pas d'aller donner, mais il faut savoir doser. Parce que il ne faut pas plus passer. La charité bien de donner qu'on va se faire. C'est ça quand même. Bien. Après tant de considérations, de contre-pieds, Raphaël Surenel. Oui, alors, je vais juste revenir sur trois choses avant de dire ce que j'ai à dire sur le niveau régional. Oui. La première chose, l'histoire du compteur. Journaliste que vous avez signalé. Oui, très bien. Bon, j'espère que c'est un fake news, comme d'habitude, ou un montage. Excellent. Parce que si c'est vrai, parce qu'il se revendique de France Télévisions, tout à fait. Si c'est vrai, c'est une forfaiture. Parce qu'un journaliste, comme un psychologue, comme nous avons une éthique, nous avons une déontologie, et donc nous sommes dans un métier. Ce que je dis en tant que psychologue, c'est pas ce que j'aurais dit en tant que Raphaël Surenel. Il y a une carapace, il y a un truc. Donc nous avons un métier, et ce métier-là définit la doxa de la profession. Si ce que ce journaliste-là a dit, c'est vrai, je comprends quel est l'état de cette espèce de communication qu'on a, parce que c'est tout simplement scandaleux. C'est la première chose que je vais dire. Sur la deuxième chose que je vais dire, c'est sur le problème donc, de la prise en otage des gens, mais c'est la mode
Je prends un exemple personnel, désolé, je m'excuse. Oui, c'est aujourd'hui, c'est le jour pour cela. Mais je ne reste pas longtemps. Ça fait 3 mois que je demande à ma banque, une banque, alors je ne dis pas laquelle, parce qu'on n'a pas le droit de le dire, elle est simplement à la rue des Embruns à Gosier, un transfert de compte, parce que je suis à la retraite, j'habite à Moule, donc de Gosier à Moule. Ça fait 3 mois que ce n'est pas fait, ils n'ont reçu aucun papier, ils n'ont jamais rien fait. J'ai poussé une gueulante hier ou avant-hier, comme par hasard, parce qu'en plus de ça, mon compte à partir du moment où j'ai demandé le transfert de compte, mon compte était bloqué, ma carte de crédit était bloquée, comme par hasard. Ça arrive souvent. Tu m'étonnes. Et ça fait 30 ans que je suis dans cette banque-là, entre parenthèses. Bon, je passe sur l'État, mais aussi pour l'État actuel, du service, qu'il soit public comme genre, ou qu'il soit privé, on se fout de la gueule des gens, et d'où le problème du syndicat. Donc, ce qui se pose problème, c'est pas le syndicalisme, c'est pas la grève. Ce qui me gêne, moi, personnellement, c'est sur qui est destiné le rapport de force. Et j'ai l'impression qu'il est contre le peuple, qui lui-même, peut-être, n'arrive pas à s'exprimer ou à exister en tant que peuple. Donc là, ça me pose problème. Bon, et de même que la dynamique de grève, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, j'ai beaucoup été négociateur, médiateur et compagnie. On part avec une plateforme de revendication, et puis on s'aperçoit que la grève se construit au fur et à mesure qu'elle se déroule. Donc on n'a jamais une constante, quoi que ce soit. Et c'est vrai qu'on ne sait pas sortir de grève, on ne sait pas arrêter de grève, et que donc, ce que tout le monde vit, c'est le clash, puisque la société ne bouge pas, tout le monde s'en fout. La Guadeloupe est barrée, tout le monde est barré, on est tranquillement, on attend. Au contraire, il y a même des gens qui téléphonent, c'est barré pour ne pas aller travailler. Donc, on vise tout ce pourrissement. Et le pourrissement, c'est quoi? Quand l'Emounlak est fait, je reprends la formule de Chera d'une certaine personne, de que vous venez travailler. Et c'est ce qui se passe. Donc c'est dégoûtant. Et la troisième chose, alors c'est ce que tu disais Raymond par rapport au problème de la surproduction qu'on a maintenant. Enfin c'est quand même terrible. On était en dépendance alimentaire. On souffrait, on a dit qu'il faut renvoyer l'économie locale, il faut solliciter l'économie locale, il faut que les gens consomment local extra. Maintenant on est en surproduction. C'est quoi le problème? C'est pas la surproduction, au contraire, c'est une bonne chose. C'est comment ça se fait que dans un schéma de développement, il n'y a pas de relais en agroalimentation, en agriculture et tout, pour permettre au truc de se transformer. Je suis un Normand, enfin avant, hein, oui, avant il y a longtemps. dans mes vies antérieures. Bon, on a de la surproduction, mais il y avait des petites unités de transformation. On peut faire de la sauce tomate, on peut faire de la tomate confite, on peut faire un paquet de trucs. Donc le problème du développement, c'est ça. On parlait beaucoup du développement, entre croissance et développement. On produit, mais c'est génial, et il y a une saisonnalité hors de la production, une petite usine de transformation, et on permet la suite de trucs. Il ne s'agit pas de dire aux gens de manger les tomates toute la journée, etc., etc. Donc il y a quelque chose de grave dans ce pays-là, on est à côté de nos ponts. Donc c'était fini, c'était le coup de gueule, mais dans le... Maintenant je reviens à notre problème de récit. Oui, alors au niveau Guadeloupe, c'est extraordinaire. Mais non, mais c'est une mine. C'est une mine, c'est un truc, c'est une soufrière. Le récit au niveau local, au niveau de la Guadeloupe, c'est deux choses. C'est d'abord le privilège du milieu sur l'environnement. Alors, le rapport qu'on fait, on dit que le regard porté sur l'environnement en fait un milieu. Donc, le milieu, c'est la dimension nous-mêmes. Hein, le nous avec S ou sans Z, le yo, le zot, c'est le nous, c'est pas encore le grand monde. Et puis, c'est aussi la dimension du moyen terme et éventuellement du long terme. Donc, d'une certaine constance, d'une certaine durée dans le temps qui permet aux choses et au vécu d'avoir une certaine épaisseur. Parce que s'il n'y a pas une certaine épaisseur, on ne peut pas l'appréhender. Et donc, le récit de la Guadeloupe, il est extraordinaire. Mais il faut savoir l'écouter. Là, j'ai un problème avec beaucoup de gens autour de moi. C'est la reprise de l'histoire, bien sûr, de notre histoire, de toutes les histoires, mais la reprise en transversale, en diagonale. Pas la diagonale du fou, mais dans une diagonale socio-culturelle et symbolique. Et donc, le récit guadeloupéen, le récit local, il évolue entre la légende, ou les légendes, et la gestion des faits dans l'environnement historique, ce que laissent les faits comme traces mémorielles. Et cette dimension mémorielle elle-même est une dimension éminemment conflictuelle, qui permet de donner des éléments de compréhension de ce qu'on disait tout à l'heure. C'est quoi la mémoire en Guadeloupe? Mais demandez à n'importe qui les événements. Il y a un conflit, mais non résolu, non traité, entre la mémoire chronologique, la mémoire événementielle, la mémoire affective, la mémoire historique, la mémoire symbolique. Toutes ces mémoires-là ne sont pas harmonisées dans un récit à peu près cohérent, même s'il existe une littérature extraordinairement belle en Guadeloupe sur des aventures de famille ou des choses comme ça. Et donc,
le discours ne refonde pas le réel a posteriori, pour donner au réel sa valeur constructive. Et donc on est dans un problème, parce que ce qui va être dominant, et c'est là où je m'inscris complètement en faux aussi, ça va être dans ce récit la permanence de la conscience douloureuse. Et cette conscience douloureuse qui nous lamine en permanence filtre tous les événements du vécu actuel, même si ce vécu actuel, symboliquement, c'est le même que celui du passé, mais techniquement, c'est pas le même, on a évolué entre-temps, symbolise le vécu actuel, et filtre aussi tous les comportements. Donc la majorité des comportements en Guadeloupe, la majorité des attitudes, y compris dans les grèves, sont portées par une conscience douloureuse, pénalisante, les damnés de la terre, les ceci, les cela. Je m'inscris totalement en faux et en contrepoint par rapport à ça. Parce que moi, l'expérience que j'ai de la Guadeloupe, et là, je reprends les voyages, les soucis, le rire et tout, mais c'est pas ça du tout. Il est clair que la Guadeloupe, c'est un récit lumineux. C'est un récit lumineux. Premièrement, on a survécu à des choses qui, techniquement, auraient dû nous tuer tous. Deuxièmement, de cette survie, nous sommes entrés dans une vie, dans un blues, dans une détermination de soi qui est extraordinaire. On a quand même fait en 40-50 ans ce que certains pays ont fait en 200 ans ou en 2000 ans, même si ça reste pas terrible. Et que, bien sûr, ça ne veut pas dire que tout est bien. Je ne passe pas une pommade là-dessus. Et donc, il y a quelque chose de lumineux dans notre fonctionnement, dans notre vie, dans notre être ensemble, qu'on n'arrive pas du tout à distinguer, à remarquer, et qu'on traîne à chaque fois. Et donc, bien sûr, s'il y a de la lumière, il y a de l'ombre. Donc, on voit la part de l'ombre en permanence qui s'allonge de plus en plus, parce que les événements sont de plus en plus difficiles, contrariés et contrariants. Et on voit que ça, et on ne voit pas la traçabilité de ce qui fait que dans le cheminement historique, on arrive à émerger dans une verticalité extraordinaire aujourd'hui par rapport à hier, par rapport à avant-hier. Et donc, mon discours sur le récit, c'est que donc, il faut qu'on retourne à certaines littératures. Ils le font. Alors, la musique, c'est même pas... le problème, c'est la culture. La musique, c'est même pas la peine d'en parler. Bon, à part 2 ou 3... c'est de la musique de consommation, de festif. C'est une musique contraphobique. La musique qu'on a, c'est pour effectivement danser, jouer, manger, boire. Et c'est tout cet aspect-là qu'on met en avant. Par contre, il y a une littérature ici, il y a beaucoup d'écrivains ici qui écrivent des trucs extraordinaires. Bon, je ne vais pas donner de titre, je ne vais pas faire de publicité, mais lisez les textes, écrivent toutes les petites, c'est magnifique. Il y a bien sûr, on voit Maryse Condé parce que c'est une tête de proue, mais il y a un tas d'autres personnes qui écrivent ici et qui écrivent des trucs extraordinaires. Donc, en résumé, pour ne pas être plus long que ça, on est en contrepoint par rapport au récit historique qu'on a. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une codification symbolique qui est faite à l'envers. Et je reviens à c'est important, et c'est là que c'est important ce que tu dis par rapport à la scolarité. La scolarité, c'est quoi? C'est quoi l'école? C'est l'apprentissage des codes pour pouvoir accéder à la culture. Mais si effectivement, quand tu parlais tout à l'heure de préacquis ou de prérequis, si les prérequis que tu mets en place, si les préacquis pour te permettre d'arriver aux apprentissages codifiés ne sont pas ceux de ta culture, il est clair que tu vas condamner ta culture au nom de cultures parallèles ou parasites qui vont apparaître comme hégémoniques par rapport à la tienne. Donc il y a un immense travail de réparation à faire, et ça, il n'y a pas de problème, mais surtout de restauration, et ça, c'est nous, et personne d'autre que nous ne pourra le faire. Il y a un travail de restauration à faire pour que les liens, les traumatismes réels et symboliques de notre culture soient remis en place pour qu'on puisse réapprendre à lire notre culture avec nos yeux à nous, et non pas avec les yeux d'une espèce de culpabilité judéo-chrétienne qui nous fait être les enfants de je ne sais plus qui, K1 ou je ne sais pas qui. Oui, pour rebondir rapidement sur ce que vient de dire là, Raphaël, je dis c'est le travail que nous avons entamé depuis un certain nombre de temps, depuis que je suis rentré avec d'autres camarades d'ailleurs à la retraite et avec d'autres camarades qui sont aussi en activité. Mais c'est pas nous seulement l'association Tifilao, il y a une deuxième association, l'ADA, l'association pour le développement des apprentissages, qui conduit une expérience du même type, qui n'est pas lié à la caféote, c'est l'école La Ronde, et qui va dans le même sens et dans le même type, et qui pour eux vont encore un peu plus loin, puisqu'ils vont jusqu'au CE2. Donc, il y a une dynamique mise en place. C'est une réflexion de nous-mêmes pour nous-mêmes, à partir de notre propre réalité, de notre propre culture, etc., et de la volonté que nous mettons de résoudre une question.
parce qu'on ne peut pas rester toute sa vie dans le protestataire. Il faut rentrer aussi dans la construction pour pouvoir montrer que autre chose est possible que ce qui existe dans la situation actuelle. Alors, je voudrais dire aussi une chose, c'est que je ne vais pas... je suis un responsable syndical. J'étais dirigeant syndical et j'ai gardé ma fibre syndicale à travers tout ce que je fais. J'ai mené un certain nombre de mouvements aussi. Nous avons mené des mouvements qui sont des mouvements à la fois en tant qu'organisation sur des situations d'injustice. L'affaire William, on connaît un tas de questions comme ça. Mais il y a aussi d'autres types d'actions que nous avons menées, qui étaient des actions qui étaient beaucoup plus globales, beaucoup plus générales, sur les questions pédagogiques, sur les questions de moyens de fonctionnement et d'enseignement, donc de confort pédagogique pour les enfants, mais avec toujours comme objectif le confort pédagogique des enfants et la transformation des problèmes liés à l'échec scolaire. Et ces combats-là, ça, nous les avons menés et nous nous sommes évertués, c'est l'expérience que je peux dire et que je peux donner de ce côté-là. Nous les avons menés certainement en tant qu'organisation avec notre personnalité et notre analyse, mais nous les avons menés en intersyndical de l'éducation. Les actions les plus importantes depuis les années 90, nous avons construit une intersyndicale de l'éducation qui regroupait toutes les organisations de l'éducation. Il n'y en avait pas une qui ne faisait pas partie de l'intersyndicale, plus l'alliance avec les deux fédérations de parents d'élèves qu'il y avait à cette époque-là. Et nous avons partagé nos analyses sur la situation scolaire. Et nous avons mené des mouvements établissements fermés, des mouvements qui étaient des mouvements forts, mais nous avons toujours prévu les négociations et même les médiations, puisque dans deux mouvements extrêmement importants, comme celui de 93, où il y avait 36 enseignants qui, après avoir réussi à un concours, leur avaient dit qu'ils restaient ici, comme on les a tous envoyés en France, nous avions trouvé un médiateur, c'était le recteur Juminaire, qui nous a accompagnés dans la négociation avec le ministère et le rectorat pour arriver à des solutions. Et les 36 sont restés ici avec des parcours divers, mais ils sont restés sur place, même s'il y avait des parcours de formation complémentaires, etc. La même chose en ce qui concerne le deuxième grand mouvement qu'il y a eu en 98 pour pouvoir avoir un rectorat de plein exercice. Nous avons trouvé encore l'appui d'un médiateur qui a été à nouveau le recteur Juminaire. Et ça a abouti à effectivement la construction d'un rectorat de plein exercice et qui a permis de répondre au fait que nous voulions que ce rectorat soit un rectorat de proximité. Bon, je dis un certain nombre de choses, tout simplement parce que il y avait une analyse construite que nous faisions de ce problème, mener un certain nombre. La difficulté qu'on rencontre là, dans le conflit qui se pose là actuellement au niveau des mairies, au niveau des mairies, c'est que le conflit est mené par une organisation syndicale. Bon, et que sur des problèmes qui sont des problèmes généraux qui se posent au niveau des communes. C'est des problèmes globaux. Alors, il faut bien nous préciser au bitin. Ni des problèmes qui sont liés à manière yoka gérer carrière à ce moment-là. On peut pas ni des commissions paritaires qui sont réunies pour parler pour gérer les dossiers, promotion, etc. Et ces dossiers-là, ça, ils ont élaboré au niveau des mairies par les maires. Donc les maires qui ont élaboré les dossiers, ils savent que c'est eux qui font monter ces dossiers-là pour ce bout pour eux. Et on ne peut pas au retour dire que les maires ne sont pas tenus par l'avis de la commission. Ça a posé un gros problème. À niveau à l'éducation nationale, nous n'avons pas accepté ces petits hasards. Lors de en promotion et que ça t'est passé au niveau à la CAPD, à la CAPA académique, automatiquement les promotions étaient appliquées. Et il n'y a pas de cas de dire, bon. Donc, il y a un problème de fond à résoudre à la question là. Mais le problème de fond là, c'est qu'à toucher toutes les organisations syndicales, certainement, qui a donné milieu à... Non seulement... les écoles, quoi. La fonction publique. Pas seulement les mairies, les collectivités, etc., puisque c'est la fonction publique territoriale. Donc, c'est la fonction publique. C'est un problème global. Et ça t'est certainement ni beaucoup plus force si ça t'est posé de manière globale, par tout l'intersyndical à niveau là, ça, et que ça t'est fait l'objet de négociations. Deuxième problème que ça a posé, ça a montré qu'en niveau général, il y a un déficit de dialogue en niveau social, en niveau à les collectivités. Pourquoi? Parce que les réunions avec les organisations syndicales doivent être des réunions
qui doit être codifié. C'est comme ça va faire aussi dans la fonction publique. À travers des commissions, des commissions au niveau des mairies, etc., ou ni des rencontres, ni des domaines qui ont fait, et ni des solutions qui ont trouvé et qui doivent être automatiquement intégrées en niveau à les budgets, etc., etc. Là aussi, à quoi ça va mettre l'accent sur un problème qui est assez particulier, c'est l'absence de dialogue qui a fait qu'à un moment donné, le problème a gonflé tellement qu'il a fini par aboutir à des confrontations. Et des confrontations dures. Bon, qu'on nous a dans le domaine à les mairies et tout ça, il faut dire aussi qu'un bon nouveau en particulier, hérité de situations qu'il n'y a pas eu qui créé, et il y a trouvé un porte-à-faux par rapport à ces situations-là. Il est tenu par le budget, il est tenu par le fait que l'État a eu en compensation pour le nombre de personnes, mais il est tenu aussi par le fait que souvent, dans les mairies, on va constater que pas un ratio qui a dit exactement combien de personnel qu'il fournit à dans mairie et quel type de personnel, combien de catégories A, combien de catégories C. Pas un véritable ratio qui a fait que création à l'époque qui correspond à des besoins qui sont des besoins et qui codifiés, chiffrés à travers un certain nombre de ratios. Ça n'a pas qu'à exister à un niveau souvent et que du trop embauche qui fait pas clientèle d'idées. Si bien qu'on va dans des situations où on y pléthore parfois de personnel. Mais ces questions-là, c'est des questions qui doivent être résoudre à travers un dialogue social qui doit prendre temps pour résoudre. Et s'il faut accepter qu'il y ait des médiateurs pour aider à résoudre le problème, résoudre ces questions-là, ça. Globaliser à travers préfet, etc., en réalité, à pas comme ça, on peut arriver à résoudre. À moins que là où on peut poser un problème général, parlementaire ou autre, c'est à propos de la loi qui a dit que on peut faire des habitants en commission paritaire et qu'en réalité, on ne peut pas appliquer sur le terrain. Là, par contre, il faut trouver un juste milieu dans ça, de façon que l'ordre des gens dans les commissions paritaires obtiennent un certain nombre de promotions, ça traduit au niveau des habitants. Et deuxièmement, il faut clair aussi, catégorie à l'époque. Si bien que on ne peut pas compter le fait qu'on des personnels qui ont revendiqué pour améliorer les conditions de salaire à eux non plus, puisque conditions de salaire là, qui fait partie des conditions de vie à là qui veulent être améliorées. Mais améliorer aussi les conditions de travail. Et puis, dans les conditions de travail, pas ni seulement, si vous voulez, les promotions, etc., ni aussi la formation. Parce que là, nous, avons un réel problème en pays. C'est qu'on a des personnels qui ont retrouvé embauchés depuis 30 ans catégorie C et qui catégorie C toujours. Ça veut dire que pas ni pour un travail de... Et ça, les organisations syndicales doivent être partie prenante aussi à Namida. Pas ni probité de gestion de carrière, de formation qui va permettre ces gens-là, ni en formation continue qui a fait pour évoluer à une carrière ailleurs, etc. et changer de catégorie, etc. De façon qu'on peut rentrer catégorie C, mais et ça a existé dans d'autres liens, catégorie B, et parfois même catégorie A, vous voyez faire formation continue et tout ça. Mais nous, on peut pas dire qu'on sait pas information. Bon. Alors, certainement, mais à partir du moment où les gens paient en formation, les gens qui mettent eux-mêmes dans, si vous voulez, réalité à catégorie C. Mais au moins les bitins clairs et nets, ni des bitins qui permettent la promotion à ça. Donc, c'est tous ces combats-là ça, qui méritent d'être menés et qui peuvent faire l'objet de grèves, parfois même de conflits assez raides. Tout problème-là, effectivement, c'est que, quel que soit le conflit-là, moi, à niveau de l'éducation, nous avons un problème, en principe que nous devons adopter. C'est qu'à premièrement, on doit toucher à l'examen à Timon. C'est-à-dire qu'on ne peut pas permettre de voir pour le moment dire on peut corriger des voix à Tiboun, on peut corriger le à Tiboun, on peut voir Tiboun l'examen, on peut empêcher l'examen, on peut corriger l'examen. Pour nous, ça c'est clair, ça c'est net et ça, nous sommes fermes en la question là. Ça. Deuxième question, c'est clair que nous toujours faire attention au fait que nous avons comme objet principal les Tiboun et que nous ne pouvons pas permettre de lancer une loi de grève qui dure éternellement et qui met en danger la sécurité à ces Tiboun-là. À quoi dit ça d'avoir, l'année passée, nous vivons bien là ça avant le Covid. C'était fameux grève-là qui était parti là à l'époque pour aller retraite. Et en organisation syndicale, tu as décidé qu'elle était bloquée toute la Guadeloupe, tout seul. C'était la FSU à ce moment-là, ça. On y va aller à l'école et tout ces bidets à ça. Bon, il y avait d'autres... Et à un moment donné, vous rendez-vous compte que les problèmes qu'elle nous tenait, les problèmes réels qu'elle nous tenait,
tu qu'à mettre à côté pour mettre en avant, il y a qui les problèmes liés à la retraite, qui en réalité, à partir des problèmes qui étaient résoudre en Guadeloupe, mais qui étaient résoudre, il y a qui sous le plan français général, puisque c'est un problème de réforme des retraites, des systèmes de retraite à la France, à laquelle ça peut intéresser nous, mais à partir de nous, à y bloquer toute qualité bitère en attendant, etc. Nous tenions à porter soutien, mais pas à bloquer. Si bien que ça oblige moi, en tant que responsable syndical, à faire une déclaration à niveau là, ça, et dire un certain nombre de bitins. C'est-à-dire que des bitins comme ça, des situations de blocage général, c'est des bitins qui peuvent être décidés, qui en étaient au syndical, et avaient une vision. Et heureusement que les organisations syndicales, les autres organisations syndicales, remettent en avant les problèmes qui étaient les problèmes locaux, les problèmes réels, et qui permettent qu'arriver en négociation, qui permettent de débloquer cette situation-là. Mais ça a des situations où des petits gens qui ont retrouvé, alors qu'on les Covid hier, 6 mois sans l'école. Et là, nous pratiquement en train de retrouver, nous presque en année scolaire, où ces petits gens-là retrouvé pendant près de 3 à 4 mois sans l'école. Il faut faire très 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 attention parce que nous sommes en train de mettre en danger une génération. Alors l'école là, c'était slogan nous. Nous toujours dit, l'école là pas bon pour nous, il faut nous lutter pour nous changer. D'accord, il faut nous lutter pour nous changer. Effectivement, il faut nous faire en sorte qu'il vienne véritablement bon pour nous. Mais à part nous qui piller et bouiller, que nous faisons changer, ni nous faisons bon pour nous. Nous combat mener côté là. Merci. Alors, on revient. Alors, on va attaquer notre conclusion. Global maintenant, hein, le global, et quel message, quel rôle du récit, quelle utilité du récit pour nous en tant que Guadeloupéens. Est-ce qu'il y a un récit guadeloupéen à repenser, à réalimenter? Est-ce qu'il faut des leaders pour le porter? Sur quel contenu? Et pour cette phrase de Césaire que j'aime tellement, pour cesser, comme Césaire dit, pour cesser d'être le jouet sombre au carnaval des autres et cesser d'être l'épouvantail dans les champs d'autrui. Hein, voilà. Oui. Quoi dire à ce niveau? Moi, je crois qu'il faut le récit guadeloupéen. Oui. Il faut immortaliser le passé, enfin, pas le passé, mais le vécu. Oui. Le vécu, hein, je me rappelle. Il faut immortaliser le vécu. Il faut formaliser, comme on le dit très souvent, en contenu même, je dirais, pédagogique, n'est-ce pas, les expériences vécues. Parce qu'on a besoin de références, n'est-ce pas? Ceux qui ont réussi dans leur passé, dans le trajectoire de travail, etc., eh bien, ce sont des exemples pour nous. Nous avons besoin d'exemples. Et très souvent, je me rends compte qu'on marche sur ces exemples-là, n'est-ce pas, à tous les niveaux de la vie. Donc, les récits, on a besoin, oui. Il faut formaliser en contenu, c'est-à-dire, il ne faut pas seulement les vivre. Il faut faire, par exemple, ce qu'on vient d'entendre là, de la part de, comment ça s'appelle, Chabin. C'est ça, c'est un message qu'il faut faire. Mais il faudrait toujours maintenir ce message pour donner un sens véritablement au présent et mieux construire l'avenir. Mais ne pas s'immortaliser, et là, dans le passé. Je pense que c'est ma vision à moi, en tout cas. Hein. C'est entendu, notre sage. Alors, je dirais que il faut arrêter de massacrer la Guadeloupe. Des deux camps, hein. Il y a forcément, quand il y a quelqu'un qui, par exemple, qui fait un blocage, c'est face à quelqu'un d'autre. Donc, que tout le monde s'y mette pour arrêter ce massacre de la Guadeloupe et permettre à la Guadeloupe de respirer. Et chacun peut amener sa pierre à l'édifice tout en construisant. Avec des idées différentes. Je vois quand même sur le plateau de Éco-Club, nous avons des opinions différentes et pourtant on ne se chamaille pas. On arrive à s'entendre, on arrive à parler, on arrive à communiquer. Et pourquoi pas de toute la Guadeloupe, que tout le monde arrive à, même si on a des différends, de s'accorder sur l'essentiel. Par exemple, ne pas sacrifier sur 2 années, on a sacrifié pratiquement 1 an de scolarité aux enfants. Il faut arrêter ça. Les petits Guadeloupéens, on en a besoin. On en aura besoin demain. Donc, arrêtons de massacrer la Guadeloupe. Et que le droit de grève, pour parler, c'est ce qui est à la mode, le droit de grève, c'est quelque chose de tout à fait légal. Mais il ne faut pas non plus empêcher à ceux qui veulent aller travailler, d'aller travailler. On ne peut pas faire bloquer avec des chaînes de l'huile de vidange, de bloquer les routes, et pour imposer aux gens, ça n'a jamais marché, ça ne marchera pas. Merci. Colonel, comment on fait pour s'en sortir entre les pesanteurs de l'esclavage, de la colonisation du système
et un récit où nous serions auteurs et véritables des acteurs. Je vais vraiment répondre à votre question parce qu'elle est centrale. Oui. Mais juste pour revenir sur la gouvernance mondiale, donc le récit mondial. Très bien, parce qu'il est important, le récit. Le récit global, c'est le récit mondial. Oui. Alors, quelles sont ses caractéristiques? Et après, je réponds à votre question, je ne reste pas autant. La première caractéristique du discours global mondial, c'est ce qu'on appelle la world culture. Ça veut dire une culture qui est dominée par le sexe, le pouvoir et l'argent. Et prenez toutes les intrigues, Dallas et compagnie, Coca-Cola, enfin, tout ce que c'est ça. La deuxième chose, le deuxième vecteur du discours mondial, donc du récit mondial, c'est le consumérisme addictif. Pour tout, dans le village planétaire, consommer, etc., etc. Troisième note d'idée, c'est au niveau des finances, l'envie, la jalousie et la cupidité. Il y a des récits là-dessus, des trucs. Quatrième chose, le zapping. Et cinquième chose, le clonage comportemental. Là, on a des éléments du récit, de la légende mondiale dans laquelle on est. Parfait. Et il faudrait essayer de comprendre, mais ce sera une prochaine fois, bien sûr. Le discours qu'on a eu ce matin, le niveau personnel, le niveau régional, dans un rétro-planning. Ça veut dire en fait, c'est le global qui va impacter le local et qui va impacter le personnel. Et comment l'ascenseur se fait entre les deux. Alors, pour revenir maintenant à votre question, deux choses. Je reprends Jean. Le passé n'est pas une résidence. Nous ne pouvons pas dormir dedans. Et c'est important, le passé, c'est important. Ça donne des éléments de compréhension, ça donne des éléments d'une dynamique, mais ça ne donne pas les schémas d'action pour répondre au présent. Parce que les outils, entre-temps, sont obsolètes, ne sont pas les mêmes. C'est la première chose. La deuxième chose, je m'arrêterai là, c'est en Guadeloupe, c'est le problème du leadership. Parce qu'on ne gère pas le récit comme ça, au niveau du discours. Et le problème du leadership en Guadeloupe, c'est le problème de la continuité du leadership. Or, on a un problème. Le leadership qui se construit aujourd'hui, celui qui est leader aujourd'hui, se construit non pas dans une perspective d'avenir et de construction pour le pays, il se construit en rupture avec les leaders précédents sur lesquels il va essayer de pisser. Parfait. Oui, c'est ce que tu dis, Raphaël, est extrêmement important parce que sur RCI, j'ai entendu le secrétaire général de l'UJDG à une question qu'on lui a posée, on lui parlait de Rosan Mounien, dire qu'il ne connaissait pas Rosan Mounien, qu'il n'a jamais travaillé avec Rosan Mounien, qu'il ne connaissait pas Rosan Mounien, etc. Ça m'a paru extrêmement grave. D'une part parce que ou responsable en organisation syndicale, ou pas savent que Rosan Mounien était secrétaire général à l'UJDG, ou savent ça quand même. Pas venir dire moi, ou pas connaître l'histoire syndicale, ou pas savent que Rosan Mounien, justement, pour l'UJDG, écrit tout un livre en les créations à l'UJDG, méthode de travail à l'UJDG. Ou pas connaître ça? Ou pas poser mon problème, là, on va répondre en question comme ça. Tout simplement parce que Rosan, point de vue, il y en a un certain nombre d'habitants. Deuxième problème, c'est que, au cas reproché, au cas dit de toute façon, il y a fait politique. C'est arrivé aux gens figurés au fond dans le lycée électoral. C'est la Capacité qui est commune d'origine, où il estimait qu'à l'hôpital, ça, il peut porter soutien à un monde qui était représenté à l'élection. Depuis lors, aux gens pour présenter pour l'élection, pas de là. Troisième problème, on a dit qu'il vient consultant le patronat. Alors là, c'est ça qu'on a trouvé particulièrement grave. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'en réalité, on a non seulement attaqué Bougla, non pas en laissant il dit, mais en disant qu'il vient consultant le patronat tout simplement parce qu'il a un point de vue, la situation économique, etc. En projet en aux ans qu'a fait partie des bons organismes consultants à le patronat. Ça, c'est de la calomnie, point final. Et en cas d'ici, solution là pour ces hautins, c'est de tuer le PO, eh bien là, il y a maladie. Parce que nous avons solidarité dans toute organisation syndicale et à un fondement à organisation syndicale, puisque les gens qui mettent en place l'UJDG et qui ont conception et méthode de travail, les secrétaires généraux qui succédaient, c'était d'abord Mornal qui était ouvrier industriel, qui était à l'usine Gardel. C'était ensuite Théonisien Nomertin qui était ouvrier agricole. Et après, c'était Rosan Mounien. Et ensuite, Vin, avant Gabi Gravier, Raymond Gauthiero, Gabi Gravier, etc. On connaît ça. Moi, personnellement, secrétaire général en organisation, avant Denis Gayadine, Lucien Gayadine, qui était secrétaire général en nous, en moment de création. Pour moi, je peux poser mes questions, pour dire, ou alors je peux poser
pour question à secrétaire général actuel, nous, pour lui dire qu'il n'est pas mais à la limite, il peut, parce qu'il a été en main, mais il ne peut pas dire, puisqu'il connaît l'histoire syndicale. Donc, à qu'à trouver particulièrement malsain, état d'esprit là, ça, et ça, on ne peut pas accepter. Et à qu'à dire ça, non pas non, moi tout seul, mais on a tout le monde qui partageait tous les moments de vie militante, et qui a partagé encore les moments de vie militante et de réflexion, côté des camarades qu'on vous bien ou qu'on d'autres, et à qu'à trouver inadmissible que les divergences d'analyse peuvent mener à des sortes d'attitudes comme ça. Merci beaucoup. Ça veut dire qu'il y a beaucoup à faire sur le récit historique guadeloupéen pour que ce soit nous-mêmes, collectivement, qui prenions en charge notre propre récit. Et pour terminer, 2 choses. Cette phrase connue qui dit « Tant que les lions n'auront pas leur propre historien, les historiens de chasse ne pourront que chanter la gloire du chasseur. » Voilà. Merci beaucoup. Et pour finir, un peu d'humour, et en saluant ceux qui sont d'entre nous, sont en France, dans notre récit, une petite histoire et clin d'œil de Super Combo, moins domi Dewa. À bientôt. Merci, Nico. Merci. Moi, te comprendre la vie Paris, c'était Picard, c'était Barbès. Moi, rester pris nous en déception. Moi, paye un bon voyage en avion. Moi, vrai, cinéma, moi, manger, moi, bien vrai, moi, dormir, moi, lever. Avant, c'était français. Moi, t'es qu'à parler. Mais les moi, arrivé à Paris. Moi, dormi dehors, moi, dormi dehors, moi, dormi en dalo. Moi, dormi dehors, moi, dormi en tout à métro. Aïe, café fête, on va dans frigidaire. Moi, pas même si non vieux pilo vert. Moi, vini si vraie misère. Moi, t'es à cause en belle lèvre, sa porte de fille qui mettait moi dehors. Ça qui plie belle encore. Moi, j'ai café cloche. Million situation folklorique. Moi dormi dehors, moi dormi dehors, moi dormi en dalo. Moi dormi dehors, moi dormi en tout à métro. Olé! Olé!